Notamment, le premier, c'est que pour des images de taille 300 par 300, en fait, ça fait 270 000 pixels. Sauf que si on prend, par exemple, en mettant une seule couche qui a le même nombre de pixels à la suite, ça fait 72 900 000 poids et 270 000 biais, ce qui est absolument énorme, sachant que c'est qu'une couche. Donc il faut bien se dire que souvent, quand on entraîne des réseaux de neurones, on peut estimer que la taille d'un jeu de données nécessaire pour entraîner ça, c'est entre 10 et 20 fois le nombre de poids. Donc ici, il faudrait qu'on ait entre 800 millions à voire 1,6 million images labellisées, ce qui est un dataset colossal, ce qui coûterait extrêmement cher à produire. Et surtout, pour entraîner, ça prendrait un temps de malade, et la quantité de données serait énorme, et en plus, ça serait pas très pratique, parce que, par exemple, pour un véhicule autonome, on aimerait bien pouvoir faire en sorte que ça soit exécuté sur le véhicule. Et donc, ça voudrait dire que le véhicule doit embarquer des serveurs qui sont très puissants, donc ça marche pas très bien. En plus de ça, il y a une propriété qu'on va chercher à avoir avec ces réseaux de neurones, c'est que si on reprend le même exemple de l'IA qui essaie de détecter les animaux sur les images, par exemple ici on a représenté deux images, mais la seule différence c'est la position du guépard. On aimerait, nous, que la position du guépard ici, en fait, ça n'ait aucune incidence sur la prédiction qui est faite. Et c'est ce qu'on va appeler justement l'indifférence par rapport au décalage spatial. Et ça, avec un réseau de neurones classique, c'est pas assuré. Parce qu'il faut bien se dire que chaque neurone va traiter pixel par pixel, va récupérer tous les pixels précédents. Et donc, si le réseau de neurones arrive à avoir une telle propriété, c'est uniquement par apprentissage, ce qui est quand même assez dommage, parce que ça peut être quelque chose qu'on peut essayer justement de bricoler pour faire en sorte que ça soit, dès la structure du réseau de neurones, que ça ait cette propriété. Et enfin, un troisième élément, et ici ça va être plus sur où est l'information de l'image, c'est que lorsqu'on a une image comme ça et qu'on regarde pixel par pixel, en fait, l'information n'est pas au niveau de la couleur de chaque pixel, parce que individuellement un pixel ça n'a aucun sens. Ici c'est plutôt comment est-ce que le pixel va être représenté avec les pixels autour, avec ses voisins. Donc en fait, par exemple ici, si on remplaçait le fond par un énorme carré de la couleur moyenne qu'il y a au niveau de cette savane, eh bien en fait on arriverait quand même à comprendre que c'est une savane. Parce que justement, on arrive à voir que c'est une énorme étendue, c'est en dessous d'un énorme rectangle bleu, et on arrive à peu près à comprendre. Et donc, ici, d'un point de vue du paradigme, traiter pixel par pixel, ça n'a à peu près aucun sens. Enfin, c'est se tirer une balle dans le pied avant même de commencer. Et donc, la solution pour régler tous ces problèmes, c'est que, en fait, on va dégager la première couche, la couche d'input, on va la remplacer par quelque chose de nouveau qui va pouvoir faire déjà un pré-traitement sur l'image pour ensuite mettre notre bon vieux réseau de neurones à la fin pour être capable de faire des prédictions. Et ce qu'on va mettre, c'est ce qu'on appelle la couche convolutionnelle du réseau de neurones, ce qui va former un réseau de neurones convolutionnel. Et donc, pour parler de réseau de neurones convolutionnel, il va falloir qu'on parle de matrice de convolution. C'est quelque chose normalement qu'on ne voit pas trop en prépa, mais ici, il faut bien se dire que par rapport au problème précédent, on cherche quelque chose qui permet en fait d'extraire des informations sur la composition de l'image avec assez peu de paramètres. On n'a pas envie d'avoir 72 millions de poids à entraîner. On veut une opération qui soit répétée sur différentes régions de l'image pour assurer l'indifférence spatiale. Et enfin, on veut une opération aussi qui est capable de contextualiser la valeur d'un pixel par rapport à ses voisins, pour comprendre quelle est la forme générale dans l'image. Et donc, c'est quelque chose qui va ressembler à une forme de filtrage, et c'est pas pour rien que derrière on va utiliser la convolution, c'est intimement lié. Et donc, la matrice de convolution, en fait, c'est une opération qu'on va appliquer sur une matrice. On va prendre une matrice, par exemple ici 3x3, c'est les tailles classiques pour des matrices de convolution, et en fait, on va calculer par rapport à une région la somme pondérée par rapport aux différents poids dans cette matrice des éléments projetés sur cette matrice. Je vais faire un calcul pour que ça soit plus clair. En fait, ici on ne voit pas très bien, mais ici, en fait, il y a un rectangle. En fait, pour calculer
cette valeur ici, la toute première valeur, on va utiliser la première région de la matrice, et en fait, on va accoler le filtre par-dessus, la première matrice, et on va calculer la somme. Donc ici, pour le premier poids, ça va être 1 fois 1, donc on va avoir une première valeur. Ensuite, ici c'est un 0, on s'en fiche. Ici c'est un 0. Le poids dans la convolution, dans la matrice de convolution, c'est 1, mais comme c'est 0 ici, ça ne va pas avoir d'incidence sur la somme au final. Et en fait, sur tout le reste, le seul poids qui va avoir une importance, c'est le premier. Et donc, le résultat dans la première colonne, dans la première case, c'est 1. On va répéter ça avec la seconde valeur, en décalant la matrice. Cette fois-ci, elle était là, elle va se positionner ici. Et en fait, on va la décaler petit à petit, comme ça, sur les différentes régions. Et c'est ce qui va nous composer notre matrice de résultats à la fin. C'est dommage, on ne voit pas très bien. Vous aurez les slides normalement à la fin, et justement, vous voyez le rectangle se dépasser, c'est quand même beaucoup plus clair. Et donc ici, on a fait toute la première ligne, justement en amenant la matrice jusqu'au bout. Pour la colonne suivante, c'est juste, on amène la matrice, on la descend d'une ligne, et après on avance, et on produit cette matrice. Et donc, voilà le résultat calculé pour cette matrice précise. Donc, pour le moment, c'est une opération, c'est bien sympathique, mais on ne sait pas à quoi ça représente. Pour vous donner déjà un peu plus de compréhension sur ce que ça va faire, on va s'intéresser à ce poids-là, qui est en fait le résultat maximal qu'on a obtenu, c'est 4. Et en fait, ce résultat, il ne vient pas de nulle part. C'est la matrice ici, en fait, c'est cette sous-matrice qui ressemble en fait étrangement à la matrice de convolution juste ici. Et en fait, plus on va avoir un poids élevé comme résultat, plus la région où on a appliqué la matrice de convolution ressemblera à la matrice de convolution en elle-même. Et donc, par rapport à un filtrage, ici, on va filtrer par rapport à un certain motif. Et plus on va ressembler à ce motif, plus on va avoir un résultat élevé. Donc ici, 4. On avait des images en 3D, en 3D parce qu'il y avait 3 canaux de couleurs. Simplement ici, on va avoir 3 matrices de convolution qui permettront d'appliquer sur chacun des canaux. Il faut bien se dire qu'après, pour l'entraînement, les poids ne seront pas les mêmes entre toutes les matrices. Point de détail, on va avancer. Ici, la matrice de convolution, en fait, ça va apporter une certaine compréhension en fait, par rapport à l'image. On ne voit pas très bien encore, c'est dommage. Ici, c'est ce qu'on appelle la matrice de convolution d'extraction des contours. En fait, ça va chercher ici, par rapport au poids, à quel point est-ce qu'on est dans une zone de l'image où les pixels dans la région vont changer. C'est ce qu'on va appeler contour. Et donc ici, on arrive à deviner en fait les contours de notre petit animal. Et donc ça, c'est l'une des premières matrices. Et par exemple, c'est quelque chose que peut apprendre le modèle pour essayer de repérer des formes. On va avoir aussi une matrice d'amélioration de la netteté. Donc il faut se dire que c'est assez flou. Sur l'image est assez floue. Donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir des transitions assez douces d'une région à l'autre. Et en fait, ici, notre matrice de convolution va faire en sorte que, par rapport au changement qu'on va avoir, d'où on va essayer de forcer ce changement, ce qui va améliorer la netteté, au détriment de la qualité d'image, certes. Enfin, l'exemple le plus connu pour les matrices de convolution, c'est la matrice de convolution du flou gaussien, où ici, on voit bien qu'on a une zone très floutée. C'est justement en prenant les pixels et en sommant avec une petite pondération par rapport aux pixels à côté. Ce qui fait qu'on perd une qualité globale dans l'image et qu'on n'est pas capable de faire une opération inverse dessus pour récupérer ça. Petit point de dimension, ça c'est quelque chose qui va vous servir quand on passera à la pratique. Lorsqu'on a une matrice en entrée ou un tableau de taille H par rapport à une largeur W, si on prend une matrice de convolution de taille WC par rapport à HC, le résultat, la taille, ça va être cette formule. C'est quelque chose qui peut se deviner assez facilement. C'est par rapport à la première matrice, on va décaler jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir un W moins WC, mais sauf que comme on calcule un nombre d'étapes, en fait on rajoute un +1 pour que ça corresponde bien. Faites le calcul chez vous, essayez de voir en bougeant des petits cadres,
ça se voit très très bien. Par rapport à la convolution, on va ajouter d'autres paramètres par-dessus pour faire en sorte qu'on ait plus de flexibilité sur les opérations qu'on va faire. La première étape, c'est ce qu'on va appeler le padding. C'est-à-dire que là, pour le moment, on commençait en fait notre opération sur la première région de la matrice, qui était ici, mais on peut très bien se dire que commencer sur une telle zone, en fait, c'est assez restrictif. On pourrait très bien vouloir commencer sur une telle zone, juste avec un carré 4x4, et ensuite, après, continuer comme ce qu'on avait fait précédemment. Ça permettrait justement d'avoir un meilleur traitement dans les coins d'image. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du padding. Ici, on voit bien un rectangle. On va faire du padding en rajoutant, par rapport à notre matrice à l'intérieur, on va rajouter un contour avec que des zéros et on va faire de la convolution par rapport à cette matrice. Et donc ici, j'ai redonné la formule pour calculer. Ça rajoute juste un terme 2 fois P, où P, c'est en fait le nombre d'éléments qu'on va rajouter. Pour faire du padding, souvent on met des zéros, parce que comme expliqué, avec la matrice de convolution, en fait en multipliant par 0, c'est l'élément neutre, donc on n'a pas de souci. Et donc en fait, c'est une opération qui ne change pas la valeur de la matrice, simplement on va faire plus d'opérations sur les coins. Enfin, on peut faire une sorte d'opération inverse, dans le sens où, là pour le moment, on est allé chercher plus dans les coins de l'information. On peut se dire que faire de la convolution étape par étape, c'est bien, mais certaines étapes sont non essentielles. Dans le sens où, ici, on commence sur cette première région, mais peut-être que celle-ci, en fait, une région sur deux, en fait, elle peut être inutile. Donc celle-ci, en fait, va ressembler énormément au résultat précédent. Donc on peut se dire qu'on va essayer de la sauter. C'est ce qu'on va appeler la stride. C'est-à-dire le nombre de cases qu'on va sauter à chaque fois avant de faire la prochaine convolution. Et donc, ça va nous donner ici une formule encore plus dégueulasse. Vous pouvez retrouver sur les slides. On va passer en fait à la suite. C'est l'application des fonctions d'activation. On en avait déjà parlé lors du premier cours. Pour qu'un réseau de neurones fonctionne bien, et pour que ce ne soit pas un simple modèle linéaire, parce qu'en soi, la convolution, je vous mettrai des références à la fin, mais la convolution, en modifiant un petit peu la matrice, en fait, ça revient à un calcul matriciel. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez linéaire. On va essayer de dégager ce côté linéaire en appliquant des fonctions d'activation. Et pour ça, en fait, on va en utiliser qu'une seule, parce que c'est la plus utilisée, qui marche mieux pour ici les réseaux de neurones convolutifs, c'est la relue. Et en fait, ici, on va appliquer la relue par rapport à chaque case. Bon, ici, mon exemple est assez mauvais parce qu'on n'a que des éléments positifs, mais simplement, ce que ça fait, c'est que s'il y a des éléments négatifs, on les met à 0. Comme ça, il n'y a pas de point négatif, ça ne nous embête pas. Et ensuite, on a une fonction d'activation avec que des éléments positifs. Donc, maintenant, faisons un point sur notre cahier des charges. On a une opération que l'on va répéter sur les différentes régions d'image. À convolution, on déplace la matrice de convolution par-dessus la matrice d'entrée et on répète cette opération sur toutes les positions décalées. On a une opération qui permet aussi de contextualiser un pixel par rapport à ses voisins. C'est le principe de la matrice de convolution. Maintenant, on peut se dire que par rapport aux tailles de matrice précédentes, on n'a pas énormément diminué la taille d'entrée. C'est-à-dire que la matrice de sortie n'est pas d'une taille beaucoup plus petite que la matrice d'entrée. Donc, on va forcer un peu la chose et on va réduire au chausse-pied l'image. Et c'est ce qu'on appelle le max pooling. Bon, ici, malheureusement, on voit toujours pas bien. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un carré, souvent 2 x 2, et dans ce carré, on va regarder la valeur maximale, et en fait, ça va être la valeur. Donc en fait, c'est comme une convolution où la valeur, c'est le maximum. Ici, on peut se demander pourquoi est-ce que le maximum, c'est bien. Et bien en fait, ici, comme on l'avait expliqué au début, plus on a une valeur maximale, plus on a trouvé une région où les valeurs des pixels correspondent au filtre. Et donc, en cherchant le maximal, on conserve en fait une information sur laquelle on a trouvé une région qui correspond au maximum, qui ressemble énormément au filtre. Et donc, encore une fois, on va décaler. Donc cette fois-ci, pour max pooling, à la place de déplacer un pixel par un pixel, on va toujours avoir un strike de 1. Donc en fait, on commence sur ce carré-là, on va se décaler sur ce carré-là,
Et après, on va arriver sur celui-là, mais on va mettre des zéros ici pour que ça fonctionne bien. Et après, on bougera ensuite à ces deux lignes-là, et on répétera la dernière opération sur cette ligne-là. Donc là, j'ai fait tous les calculs, vous pourrez revoir ça sur les slides. Comme je vous l'ai déjà dit, on conserve les valeurs maximales de matching par rapport au filtre de convolution. Et encore une fois, je vous ai remis les petits calculs pour les tailles. Ça vous sera utile quand on fera les dés. Avant de passer à la suite, est-ce que c'est clair pour vous toutes les opérations qu'on a fait? Convolution, pooling? Non? Ok, c'est tout bon? C'est tout bon, ok. En résumé, ce qu'on a fait, on a pris une image, on fait une étape de convolution. Ensuite, à partir de la convolution, on active la fonction relue, on applique la fonction relue pour avoir de la non-linéarité. Et enfin, on fait un petit max pooling pour réduire encore la taille, histoire d'obtenir ce qu'on appelle une feature map. Sauf qu'ici, c'est bien, on a une image, on a fait une convolution. C'est par exemple le cas de la matrice de convolution pour récupérer les détours de l'image. C'est sympa, mais c'est pas uniquement avec ça qu'on va réussir à obtenir quelque chose de performant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plusieurs convolutions en parallèle. Donc ici, il faut se dire que par rapport à l'image d'entrée, en fait, on va avoir plusieurs matrices de convolution qui vont faire plusieurs opérations. Et simplement, au niveau de la feature map, à la fin, en fait, on rajoute une dimension dans la feature map. On obtient quelque chose, on obtient un tenseur d'ordre 3, où en fait le résultat est une matrice, et chaque layer derrière, chaque channel, correspond à une convolution qu'on a fait. Il y aura un exemple après, ça sera beaucoup plus clair sur pourquoi est-ce qu'on en stack plusieurs. Et donc, maintenant qu'on a fait une étape de convolution, qu'on a fait du max pooling, ici on obtient une sorte d'image à la fin avec les différents channels, et ben, on peut refaire la convolution par-dessus. Et encore aller chercher l'information, des features, trouver justement avec des convolutions, des patterns entre les différents patterns qu'on a déjà trouvés. Donc par exemple, si on a une feature qui permet de détecter un œil, une autre qui permet de détecter un autre œil et un autre nez, si on trouve les trois par exemple, on peut imaginer une matrice de convolution qui va arriver à dire que là il y a un visage humain par exemple. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et à la fin, comme énoncé au tout début, on va s'amuser à mettre un réseau de neurones classique pour faire des prédictions. Pourquoi? Parce que ça marche très bien et ça nous permet de recoller par rapport au classique, par rapport au modèle classique. Et donc, pour résumer, l'un des tout premiers modèles qui a été proposé avec des réseaux de neurones convolutifs, il s'appelle le réseau LeNet, parce que c'est un chercheur français, Yann Lequin, qui l'a produit, donc Lequin LeNet. Et donc, ici, par rapport à une image d'entrée de 32 par 32, on va d'abord appliquer 6 convolutions. Donc ici, il faut lire, il y aura 6 convolutions et on va obtenir des sorties de taille 28 par 28. Ensuite, on va faire un max pooling. On voit qu'on diminue quand même de taille, c'est parce qu'on va récupérer des zones de 2 et qu'ici, ça tombe plutôt bien vu que c'est un multiple de 2. Du coup, on va conserver le nombre de filtres, le nombre de filtres sur map. Ensuite, on va refaire une convolution. Cette fois-ci, on va en faire 16 pour obtenir des cas de feature de 10 par 10. On va refaire un max pooling pour ensuite, à partir de toutes les entrées, toutes les sorties ici, on va faire une sorte de flattening. On va considérer chaque pixel un à un. Ça va nous donner la sortie de cette couche. Et ensuite, on va pouvoir remettre une couche de neurones classique, encore une autre, et enfin une dernière. Et ici, pourquoi est-ce qu'il y a 10 neurones en sortie? C'était parce que le jeu d'entrée, c'était ce qu'on appelle le MNIST. Donc, c'est des chiffres manuscrits qui ont été numérisés et qui permettaient, en fait, avec des entrées, de pouvoir dire quel chiffre était quel chiffre précisément. Et c'était notamment très utile ce problème pour les codes postaux, par exemple sur les images. Et donc, moi, je vous propose, pour visualiser tout ça, allez sur ce site fait par un chercheur, il est vachement bien. Ça va vous permettre de visualiser un petit peu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde d'arriver à récupérer le site?
sinon vous pouvez copier directement le lien en bas, il n'est pas très très long à copier. C'est bon? Donc là-dessus, si vous n'arrivez pas à voir, on va faire jouer directement au niveau du tableau. Donc ici, en fait, vous allez trouver en haut à gauche, vous allez trouver une petite carte, un petit canevas où vous allez pouvoir dessiner. Et donc par exemple, si on s'amuse à faire 1, 5, comme ça. Ah, ouais, bon, il y a un peu trop de dégueulasse. Comme ça, voilà. En fait, on voit bien que en entrée, ici, il y a notre 5 plus ou moins joli. Ici, c'est la source de la première convolution. Donc en fait, on voit que ici, plus c'est sombre, plus c'est une valeur qui est proche de 0, plus c'est bleu, plus c'est une valeur qui est positive, qui est grande. Et donc ici, par exemple, on voit que la première convolution ici va chercher des contours au niveau du bas des chiffres. Donc ici, on arrive à détecter les 3. Ici, on va chercher plutôt des contours et des zones où il n'y a pas de chiffres. Et je vous laisse interpréter les autres, c'est pas non plus très très clair. Mais ce qu'il y a aussi de très remarquable, c'est que le max pooling, on avait l'impression qu'on allait tuer d'informations. Et bien en fait, ce qui est joli, c'est qu'on arrive quand même à retrouver l'image. C'est-à-dire que là, on retrouve le 5, et en fait, on a l'impression qu'on a juste rétréci l'image. Et ça, c'est avant max pooling, ça, c'est après max pooling. Ce qui est quand même assez avantageux. Et souvent, en fait, là, on a réduit, on a divisé par 4 le nombre de pixels. Donc c'est quand même une assez bonne opération. Et donc à la fin, on arrive à trouver 5. Ici, on voit que sur la couche de sortie, on a 5 qui est allumé et que le reste est quand même assez sombre. Ça fait qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que ça soit un 5. Et c'est top. Il faut savoir que le modèle le net avec le MNIST, c'est 96% d'accuracy. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Sauf si tu tournes le chiffre de 90 degrés. De quoi? Sauf si tu tournes le chiffre de 90 degrés. Oui, bah là ça marche pas bien en même temps. Et donc voilà. Bon. Dans tous les cas, cette visualisation va concluer la formation. Donc en fait, maintenant, ce soir, vous avez appris qu'est-ce que c'était un réseau de neurones convolutionnel, comment est-ce que ça s'applique. Vous avez pu voir un tout petit peu à quoi ça ressemblait. J'ai rajouté sur la toute dernière slide, il y a 3 liens. C'est 3 papiers qui peuvent vous permettre d'approfondir le sujet si ça vous intéresse. Le premier, c'est un fondement mathématique. Donc en fait, ça vous montre que la convolution, en fait, c'est équivalent à une multiplication matricielle avec une autre matrice, mais pas trop dégueulasse. Et derrière, ça aborde aussi la question de comment est-ce qu'on va dériver ce machin. Parce que du coup, pour apprendre, pour faire de la descente de gradient sur les valeurs dans les matrices de convolution, il faut calculer des dérivés. Et pour calculer des dérivés, là, c'est quand même assez moche. Et enfin, il y a 2 autres papiers. Un qui vous montre pourquoi est-ce que le max pooling, en fait, c'est vraiment bien, comparé à d'autres méthodes. Il y avait d'autres méthodes qui avaient été pensées, par exemple le min pooling, où là, ça faisait la moyenne dans la matrice 2 par 2, ce qu'on faisait du pooling. Et ça comparait par rapport à d'autres méthodes, et ça montrait que c'était en fait la plus optimale. Et la dernière, ça vous montre, et c'est vraiment la première partie qui est à aller voir, ça vous montre pourquoi est-ce que la fonction relue, en fait, c'est une très très bonne fonction pour les réseaux de neurones convolutionnels. Voilà. Et enfin, oui, non, c'est enfin, le dernier, c'est les modèles plus avancés sur la base des CNN. Le modèle, le net que je vous ai montré, ça marche plutôt bien, c'est très joli. En pratique, quand on va appliquer à des classes, par exemple pour détecter des animaux, ou même à la détection de véhicules, comme présenté tout au début, ça fonctionne un peu moins bien.
Et en fait, on a inventé des méthodes pour agrandir le réseau, pour aller plus loin. Et ça a d'autres soucis, notamment en fait, plus on met de convolutions, plus on va avoir tendance à perdre des features, en fait, on va avoir beaucoup de mal à apprendre. C'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs avec des récursions, où en fait on somme de temps en temps, on reprend des valeurs précédentes. Il y a aussi d'autres méthodes, AlexNet et les RCNN. Je vous laisserai aller voir pour avoir du détail sur chacun, c'est très très cool. Et ça demande quand même un petit peu d'investissement. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je trouverai ce questionnaire très positif. Et vous aurez aussi tous les slides à la fin pour revoir tout ça. Je vous remercie. Ah bah non, mais du coup, t'avais. remets pour le code. Ça prend vraiment 15 secondes de répondre au questionnaire et c'est super important pour nous. Parce que comme c'est la première année qu'on fait cette formation-là, on a besoin de beaucoup de feedback. Donc n'hésitez surtout pas. Vraiment, il y a littéralement 3 échelles de 1 à 5 à remplir. Donc c'est instantané et nous, ça nous aide beaucoup.